Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus sur cette pause méridienne pour participer donc à cette table ronde qui est co-organisée par la mission Égalité Femmes-Hommes et le département de droit. Sociologie et sciences politiques. Et sociologie et sciences politiques, voilà. Donc on est très content de cette coopération parce qu'en fait, ça a été aussi l'occasion pour nous de nous rencontrer. On ne se connaissait pas préalablement à ces discussions sur l'écriture inclusive, comme quoi l'écriture inclusive inclut et intègre aussi à l'intérieur de l'université. Puis on est très honorés que le président Jean-Pierre Astruc ait bien voulu ouvrir cette séance, et on sait qu'il ne pourra pas rester jusqu'au bout, mais on le remercie vraiment beaucoup d'être venu et de marquer de cette façon que c'est un thème sur lequel l'université est impliquée. Donc je vais lui passer la parole pour un petit mot d'introduction. Ouais. Merci beaucoup. Alors, ma présence ici, je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin des débats, je suis un peu navré, j'ai une autre réunion qui suit. Et si on est en retard, c'est ma faute, parce que j'avais une réunion avant. Donc, c'est juste pour marquer la véritable révolution qu'on vit actuellement. Cette véritable révolution, c'est... Alors, l'égalité, il faut que je fasse attention, puisque d'habitude, j'ai toujours homme-femme, mais il faut changer, il faut dire femme-homme. L'égalité femme-homme, c'est clair, c'est qu'il va falloir vraiment réfléchir à tout ce que ça implique dans notre discours, dans nos attitudes, en tout cas nous en tant qu'hommes et je dirais vous en tant que femmes, pour essayer d'être, je dirais, vraiment vers une asymptote, parce que je suis scientifique, une asymptote vers l'égalité, et on en est encore loin, mais je pense qu'il y a eu une marche franchie dernièrement, et même si on peut discuter des méthodes, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience importante, et même en tant que, je dirais que homme, on n'est même pas conscient pleinement de ce que vous pouvez subir en permanence dans la vie quotidienne, alors par l'écriture, par des attitudes plus ou moins correctes. Donc il est bien de mettre un débat autour de l'écriture qui est le porteur de notre culture, le porteur, je dirais, de notre pensée. Donc il est bien de le faire et d'en discuter. Donc voilà, je voulais tous vous remercier d'être là. On aurait voulu en faire peut-être plein. C'est dommage, mais quand on commence une bonne cause, en général, on part un petit nombre et après, ce nombre grandit parce que c'est une bonne cause et quelque part, on sait qu'elle va aboutir. Donc, je voulais vous remercier de votre présence et j'ai plus qu'à donner la parole à l'ensemble des personnes qui vont introduire. Et c'est pas tout à fait. Je veux juste dire deux mots sur l'affiche. Ah oui. Ouais. Alors je voudrais quand même dire deux mots sur l'affiche parce qu'on a voulu que l'affiche soit une partie intégrante de l'action. Donc avoir une affiche qui soit la plus explicite possible pour les gens qui ne viennent pas à cette rencontre, mais qui rencontreront l'affiche, on l'espère, dans les couloirs et sur les différents réseaux, NT, etc. Voilà, donc je vous la laisse. Nous, on en est très contente et voilà, je voulais vous donner les noms parce qu'il y a une espèce d'anagramme en bas de l'affiche LMNOP. Donc LM, ça correspond à Léa Mazet, qui est illustratrice, dessinatrice et autrice de bande dessinée, et qui a un blog qui est Bêtise Nbook, que vous pouvez consulter. Et puis NOP, ça correspond à Pierre Nocerino, qui est doctorant en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales et qui travaille sur les auteurs et les bandes dessinées. Et ils ont un blog, le blog de Léa Mazet et de Pierre Nocerino, qui s'appelle socio-bd.blogspot.fr
Et il y a une magnifique bande dessinée sur la division du travail que je vous recommande parce qu'elle est très pédagogique et très drôle. Voilà, et ça vous donne un peu une idée de ce qu'ils font. Et donc on les remercie beaucoup aussi d'avoir accepté nos sollicitations. Et maintenant, je vais passer la parole à Gwenaëlle et à Marie pour une introduction. Donc, Gwenaëlle Terrier. Alors, bonjour à toutes et à tous. On vous remercie bien sûr d'être venus assister à cet échange. On remercie bien sûr nos intervenantes, nos intervenants. Je laisse truc aussi plutôt mon introduction. Pourquoi, en quelques mots, ce débat a été organisé à Paris 13 ? Vous avez peut-être probablement entendu qu'en septembre dernier, un manuel était publié chez la maison d'édition Hatier en écriture inclusive. Cette initiative avait été assez décriée. Une seconde initiative a fait un peu de bruit aussi. C'était le manifeste lancé par Eliane Viennot, qui est une professeure émérite en littérature française, qui partait avec 314 enseignants et enseignantes, vous avez des signataires autour de cette table, et qui appelait dans ce manifeste à ne plus enseigner et à ne plus utiliser la fameuse, entre guillemets, règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Vous connaissez cette règle, hein, c'est une règle qui veut qu'on accorde avec un sujet qui comporte aussi bien des hommes que des femmes, on accorde les adjectifs des participes passés exclusivement au masculin. C'est la fameuse idée d'un masculin qui serait neutre, qui représenterait aussi bien les hommes que les femmes. Ça donne par exemple les étudiants et les étudiantes qui se sont inscrits donc, aux examens sont tous intelligents. Et vous n'entendez donc pas la marque de la féminisation ni dans inscrite, ni dans inscrit, ni dans tous, ni dans intelligent. Alors ce manifeste, il appelait donc, je l'ai dit, à ne plus enseigner cette règle, à privilégier des règles grammaticales et graphiques qui permettent de visibiliser la présence des femmes dans le langage. Pour quel motif ? Eh bien, au motif, je vous cite un extrait du manifeste, que la lutte contre les stéréotypes de genre, qui est essentielle au progrès de l'égalité réelle des femmes et des hommes, ne peut être efficacement menée si cette maxime n'est pas mise au banc de l'école. Alors, ce manifeste, il appelait aussi à signer une pétition que nous vous invitons, vous vous en doutez, à signer si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes convaincus par les échanges de la table ronde aujourd'hui. Une pétition qui a recueilli à ce jour 32 600 signatures, donc de soutien à l'initiative d'Eliane Viennot. On peut donc dire qu'elle a rencontré un succès important, mais on ne peut pas non plus cacher qu'il y a eu d'importantes contre-mobilisations politiques suite au manuel chez Hatier et au manifeste de Eliane Viennot, avec différentes prises de position, notamment de l'Académie française, de personnalités politiques, littéraires, qui ont critiqué cette initiative, qui l'ont parfois moquée, on peut dire, et qui ont simplifié le débat sur l'écriture inclusive. Et puis, point d'orgue d'une certaine manière de la contre-réaction à une circulaire du Premier ministre, sur laquelle reviendra une de nos intervenantes, qui appelait explicitement les agents de l'État, les agences de l'État, à ne pas utiliser l'écriture inclusive et à réaffirmer l'importance du fameux masculin neutre. Voilà, je laisserai la parole à Marie. Alors, peut-être déjà pour débuter cette table ronde, il faut peut-être revenir sur ce que c'est que l'écriture inclusive, parce qu'on a trop souvent tendance à penser qu'elle se résume à l'utilisation du point médian. Donc je vais revenir sur quelques toutes petites définitions très rapides, juste pour qu'on s'entende bien sur ce que signifie l'écriture inclusive. Donc c'est l'ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? On s'est dit que ça serait plus simple de faire un petit tableau pour essayer de résumer finalement qu'est-ce qu'on peut faire dans la langue pour inclure et les hommes et les femmes. En fait, les femmes. D'abord, première chose, c'est ce qu'on peut faire, c'est féminiser les noms. C'est-à-dire dire un agriculteur et une agricultrice, un auteur et une autrice, un doyen et une doyenne, pour finalement visibiliser la présence des femmes et lutter contre l'idée qu'il n'y a que
les hommes qui représentent l'universel. Deuxième moyen, deuxième élément finalement constitutif de l'écriture inclusive, c'est de privilégier l'accord de proximité. Comme le disait Gwenaëlle tout à l'heure, c'est de faire attention à la manière dont on accorde et une des possibilités, c'est de faire évoluer un peu la langue pour dire les hommes et les femmes seront gagnantes. Il n'y a pas de raison que ce soit forcément les hommes qui s'accordent et qu'on dise seront gagnants. Là aussi, ça permet de visibiliser la présence des femmes et de lutter contre l'idée que les hommes représentent l'universel. Troisième troisième élément constitutif de l'écriture inclusive, c'est d'éviter d'utiliser des termes sexués et privilégier ce qu'on appelle des mots épicènes. Alors c'est un mot un peu barbare, qui signifie tout simplement qu'il y a des mots qui permettent d'éviter, dans leur forme, qu'on différencie le masculin et le féminin. Par exemple, plutôt que de dire les droits humains, plutôt que de dire les droits de l'homme, justement, on pourrait très bien dire les droits humains, histoire d'inclure quand même la moitié de la population humaine, justement. Donc ça permettrait de lutter contre l'idée que les hommes, là encore, représentent l'universel. Enfin, quatrième élément constitutif de l'écriture inclusive, c'est de trouver des graphies qui permettent de décliner le masculin et le féminin. Et c'est souvent là-dessus qu'on focalise l'attention quand on parle d'écriture inclusive, à tort, vous voyez. C'est ce fameux point médian, c'est-à-dire à l'écrit, d'inclure les femmes et de dire les étudiants.e.s sont venus.e.s dans l'amphithéâtre. Alors évidemment, c'est pas très facile à dire à l'oral. Il vaudrait mieux préférer à l'oral la forme les étudiants et les étudiantes sont venus dans l'amphithéâtre. Mais à l'écrit, ça permet d'éviter, là encore, que les femmes ne soient pas représentées à l'écrit, ne soient absentes finalement de l'écriture. Alors, la question qu'on a souhaité poser dans cette table ronde et qu'on pose à nos intervenants, une question très large et ils vont y répondre finalement de manière un peu différente en fonction des disciplines auxquelles ils appartiennent, mais c'est cette question dans quelle mesure le langage, ça peut être un outil pour lutter contre les inégalités. C'est évidemment pas le seul outil, mais c'est un outil, j'espère qu'on le verra avec cette table ronde, qui est vraiment important et essentiel. Je te repasse la parole. Eh bien, non, je vais tout de suite donner la parole en fait à Marie Candéa. Ah bon, c'est pas vous, mais c'est pas l'ordre de ma feuille. Je me suis trompée. Vous avez changé. Et donc avec l'aperçu historique. Avec Jutta Ergenam, qui va donc présenter un historique des luttes politiques en France pour imposer un langage consacrant la domination masculine. Oui. Merci beaucoup Pascal, merci aux organisatrices. Je suis très contente de pouvoir parler ici aujourd'hui. En tant qu'Allemande, oui, j'ai fait des recherches sur la langue française et sur la féminisation ou la démasculinisation de la langue française. En fait, il y a à peu près 20 ans, un étudiant qui était en stage chez moi m'a demandé « Mais pourquoi est-ce que c'est important de dire toujours les métiers au féminin, pourquoi est-ce que c'est important on ne disait pas encore l'écriture inclusive, on disait la féminisation des métiers. Et j'ai remarqué que pour moi c'était évident que c'était important, mais je ne savais pas l'expliquer pourquoi c'était si important. Et donc j'ai commencé à faire une recherche pour savoir d'où vient cette langue à domination masculine en français. C'est devenu ma thèse de doctorat. Et au cours de la thèse, j'ai dû remonter assez loin dans l'histoire parce que, en fait, comme le disent celles qui ont rédigé le manifeste, la domination masculine de la langue française est un fait historique. Ça n'a pas nécessairement été toujours comme ça. Il y a eu des débats sur la standardisation de la langue et on a défini des règles pour la langue. Donc il y a un discours derrière les règles grammaticales. Et d'où vient ce discours? Bon, je vais remonter au XVIe siècle parce que c'est là où ça m'a amené.
On commence à standardiser la langue française. Elle va remplacer la langue latine comme langue vernaculaire. On commence à imprimer des livres. On a besoin de règles pour la langue écrite et pour la langue parlée, pour l'orthographe, toutes sortes de règles. Il y a plein de traités qui sont écrits à ce sujet. Mais encore, on est encore après, à la fin du Moyen-Âge, il y a encore des noms de métiers au féminin, ça ne pose aucun problème au Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge. Et aussi la règle grammaticale de laquelle nous parlons ici, l'accord de proximité, c'est encore une règle qui est pratiquée. Et donc, là où intervient la règle qu'aujourd'hui nous mettons en cause, le masculin l'emporte sur le féminin, ça c'est au début du XVIIe siècle que nous trouvons les premières traces de discours qui devient cette règle enseignée jusqu'à aujourd'hui, dans l'avenir peut-être plus, à l'école en France. Donc qu'est-ce qui arrive au début du XVIIe siècle? Il y a toute une nouvelle mode littéraire, une nouvelle manière de parler, de concevoir la langue, et le mot d'ordre c'est la rationalisation, la simplification de la langue. C'est le poète François de Malherbe qui se met à critiquer le style littéraire poétique du XVIe siècle et qui émet toute une série règles, ça serait trop dit parce qu'on ne parlait pas comme en tant que règle, on parlait du bon usage, qu'est-ce qu'est la belle langue, comment est-ce qu'il faut s'exprimer, comment est-ce qu'il faut écrire des poèmes, etc. La nouvelle mode, je dirais, c'était de couper avec le latin les mots étrangers, de simplifier la langue, de la rendre élégante et de s'orienter par la langue orale, la langue parlée. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, dans la première partie du XVIIe siècle, les femmes ou les espaces mixtes ont eu une grande importance dans la définition du bon usage, parce que c'était à partir de 1615 la grande époque des salons parisiens. Évidemment, c'était qu'une couche très très privilégiée de personnes qui participaient à ça dans les milieux parisiens, un peu extérieur à la cour, mais qui inspirait, puis la cour. Et là, c'était des espaces où des femmes avec des hommes écrivains, des savants, discutaient de comment il fallait dire ça, quel genre aussi avait tel substantif, tel mot. Mais on ne discutait pas, c'était pédant de discuter de règles. On voulait être élégant, donc on voulait définir une langue élégante. Et c'est seulement après qu'on a écrit ces règles, qu'on les a mises par écrit. Donc voilà, à un moment crucial de la définition, de la standardisation de la langue, on a un espace mixte. Alors, qu'est-ce qui arrive en 1635 ? C'est l'absolutisme naissant qui commence à arriver, c'est l'époque du cardinal de Richelieu. Il crée une académie où il regroupe des écrivains et les charge de définir les règles de la langue. Et ce n'était pas écrit que dans cette académie, dans cette institution, il fallait qu'il y ait que des hommes, mais on a fini par y avoir que des hommes. Alors qu'il y avait beaucoup de femmes reconnues pour avoir une grande autorité linguistique, une grande compétence. Il y avait même des femmes qui écrivaient, alors que c'était très mal vu. Il y avait Marie de Gournay qui écrivait des traités linguistiques, Madame de Sévigné qui écrivait des lettres, Madeleine de Scudéry qui écrivait des romans.
Donc il y en avait des femmes, ça ne manquait pas, mais on ne les a pas appelées dans cette institution. Et c'est resté comme ça, donc on a enlevé de l'espace mixte cette compétence et on les a mis dans un espace purement masculin et qu'il est resté, nous le savons, jusqu'à l'an 1980. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? L'Académie fut chargée d'écrire une grammaire, un dictionnaire, des œuvres pour définir les règles, et c'est en 1647 que Claude de Vaugelas a recueilli, il faut dire, parce que ce n'était pas une grammaire comme aujourd'hui, on recueillait l'usage. Donc c'était des œuvres descriptives, non pas prescriptives. Et donc c'est là qu'apparaît pour la première fois cette réflexion du masculin qui serait le genre plus noble par rapport au féminin. On n'a pas énormément de temps, sinon j'aimerais bien vous lire comment lui, il a réfléchi sur cet accord de proximité à travers un exemple. En fait, il disait, ça sonne mal à l'oreille de mettre un adjectif au genre différent du substantif qui lui est proche, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la langue latine? Apparemment, c'est le masculin qui est considéré comme le genre plus noble, donc il faudrait peut-être le faire. Mais il le discute et il dit, ça sonne mal à l'oreille, on n'y est pas accoutumé, ce n'est pas ce qu'on entend dans les lieux où on sait bien parler, donc dans les salons. Donc là, nous avons ce mot, la noblesse plus forte du masculin, qu'après, on le trouve à d'autres endroits au fil du XVIIe, du XVIIIe siècle, mais juste avant la révolution de 1789, il y a encore des savants linguistiques, comme par exemple Condillac, qui utilisent l'accord de proximité. Donc c'est quelque chose qu'on discute et ce n'est pas du tout fixe jusqu'au moment où on a besoin de règles grammaticales parce qu'on va enseigner à l'école à tout le monde la langue. Donc c'est là où il faut dire, où c'est plus seulement on discute, ceci, ça c'est plus élégant, ou l'autre c'est je préfère ça. Non, c'est à ce moment-là où il faut faire une règle et c'est là où le masculin commence vraiment à dominer dans la grammaire, mais aussi comme un discours qui traverse toute la vie sociale, qui est enseigné aux enfants déjà très tôt. Et donc voilà. Après, on est resté très longtemps avec cette règle et c'est seulement à la fin du XXe siècle qu'on a commencé à la mettre en cause. D'ailleurs, nous le savons, c'est pas seulement une domination masculine dans la langue, c'est toute la vie économique et sociale, la vie politique. Les femmes n'obtiennent pas le droit de vote jusqu'en 1944, donc c'est un ensemble. La langue reflète quand même une réalité sociale et aussi a son effet sur la réalité sociale. Et c'est à la fin donc, du XXe siècle, c'est en fait, il faut le dire, au Québec, au Canada, qu'on a commencé à mettre en cause l'utilisation de noms de métiers au masculin pour des femmes, mais aussi il y avait déjà une chercheure, Céline Labrosse, qui a commencé à mettre l'accord de proximité en cause, alors qu'on n'en parlait pas encore. On n'osait même pas en parler, je pense, en France ou dans d'autres pays francophones. Et quand même, en début des années 80, en 1980-84, on avait en France un ministère aux droits de la femme, c'est Yvette Roudy qui était la ministre. Elle a passé différentes mesures d'égalité dans la vie professionnelle entre les femmes et les hommes.
C'est elle qui a mis en place une commission de terminologie parce qu'elle s'est rendue compte que pour beaucoup de métiers, il n'y avait même plus de noms de métiers au féminin ou des titres, des fonctions politiques parce que les femmes étaient exclues pendant si longtemps que ça de ces métiers qu'on n'avait même pas un mot pour la nommer, ou on ne le faisait pas parce que comme la pharmacienne, la docteure, je ne fais pas d'accent parce qu'on a convenu, mais on pensait que c'était la femme du pharmacien ou du docteur. Voilà, le résultat était qu'on a passé une circulaire en 86. Elle ne fut pas mise en application parce qu'il y avait un changement de gouvernement. Mais en 1997, quand le gouvernement de la gauche plurielle arriva au pouvoir, les ministres, les députés femmes demandaient à être nommés au féminin. On en a commencé encore une fois une grande discussion. On a passé une nouvelle circulaire, un nouveau guide en 1999 et c'est là qu'a commencé la féminisation des noms de métiers, comme on l'appelait, à être acceptée dans la société. Et pendant tout ce temps-là, l'Académie française, je pense que vous le savez, a contesté cette démarche avec des paroles, un discours aussi très calamiteux, une éloquence malheureusement utilisée pour dénoncer une chose importante et avec une grande vulgarité souvent aussi. Je conclue ici et je passe d'abord. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important d'avoir ce recadrage historique et de savoir que la langue a connu des étapes différentes au fil du temps. J'ai oublié de vous présenter entièrement, et je m'en excuse, mais vous êtes politiste à l'université de Gießen, je ne sais pas si je le prononce bien. Et je vais passer tout de suite donc, la parole à Maria Candéa, qui est linguiste à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je sors d'une sinusite et c'est un peu difficile pour la voix. Donc si je parle comme ça va? Parfait. Alors, pour moi, la bataille sur les noms de métiers est gagnée. En fait, même l'Académie a fini par reconnaître qu'elle a perdu la bataille. Et donc, le simple fait d'accorder, quand on dit la vendeuse et la secrétaire, de dire aussi la ministre et la chercheuse, c'est bon, quoi. C'est pratiquement devenu très ringard de continuer à parler de ça. Donc, je ne parlerai pas de ce combat qui a quand même pris à peu près 40 ans. Ou même 50, donc c'est très très long. Ça a commencé à partir du moment où les femmes ont eu accès à ces métiers. On en est sur un autre chantier actuellement, et c'est le chantier du masculin générique. Il y a eu pas mal de recherches là-dessus pour savoir justement si c'était important, quelles étaient les conséquences. Je vais vous donner des références bibliographiques à la fin. Est-ce que quand on dit un ministre, comme ça, de façon abstraite, on pense vraiment qu'un ministre, ça peut être une femme ou un homme. Et évidemment, les études montrent que non, on a des représentations très marquées par le masculin. Et il faut vraiment réfléchir, donc faire un effort qui est conscient et qui n'est pas spontané, qui n'est pas automatique, qui n'est pas aussi rapide, pour que quand on dit un ministre, on pense, oui, bien sûr, ça peut être une femme ou un homme en France aujourd'hui. Et là, j'ai un exemple qui est une belle caricature, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas clairement. En bas, c'est marqué, donc c'est un écran de France 2, du journal télévisé, et c'était des statistiques qui concernaient les cadres, les employés et les ouvriers. Et donc, vous avez des mots qui étaient écrits à l'écran au masculin, soi-disant générique, au pluriel, oui, ça ne se voit pas très bien. Et en fait, voilà, là c'est un bon exemple de la langue qui va avec les représentations et avec tous les autres stéréotypes, parce que l'iconographie va dans le même sens. Donc quand on voit les silhouettes humaines qui ont été choisies, elles ne sont pas hyper mixtes, on va dire. Donc ça n'aide pas non plus. Donc ça montre qu'effectivement on reste quand même sur du masculin. Alors il a beau être générique, ça ne marche pas très bien. Et on a plein d'exemples comme ça dans les textes. Là, j'ai pris
un exemple du Nouvel Obs d'un article, il y en a plein comme ça, où on parle des jeunes. Et les jeunes, c'est un épicène normalement, les jeunes, que ce soit féminin ou masculin, ça ne change pas. Donc on pense que c'est un mot qui devrait marcher bien. Et même dans ces cas-là, quand la rédaction est imprécise, en fait, il était question d'un groupe de jeunes à Châtelet qui finissent par être contrôlés pour rien par des policiers. Et quand on avance dans le texte, on voit que les jeunes, d'abord ils faisaient du skateboard à Vincennes, donc on se dit, ouais, ils vont peut-être défier les garçons. Enfin, on continue à garder l'hypothèse. À la fin, on voit qu'ils sont interrogés et palpés, bras tendus, jambes écartées. Bon, ça finit par être beaucoup plus difficile de penser que c'était des filles et des garçons. Et en fait, on se rend compte que dans beaucoup de textes, les jeunes, c'est juste des garçons, sans que ce soit précisé. Alors que quand on rédige de façon soigneuse, c'est pas du tout un problème de parler que des jeunes garçons, des jeunes hommes, quand c'est nécessaire. Et là, par exemple, dans un article scientifique, on a la même chose, donc c'est sur le même sujet, l'antagonisme entre policiers et les jeunes, plus particulièrement les jeunes hommes. C'est très facile à faire. Donc d'être très précis dans sa rédaction, on n'a pas toujours besoin de mettre des petits points et des... Alors, on a parlé dans l'introduction des recommandations du Haut Conseil pour l'égalité qui a été réédité. En fait, ce sont des recommandations qui évoluent. Donc, il a été édité une première fois en 2015, il est réédité, il est en ligne. Et vous avez quelques exemplaires aussi ici en papier. Il est facile à télécharger, il change tout le temps parce que c'est un chantier. Et je pense que ces recommandations sont à prendre comme des suggestions. Et on voit bien qu'il y a plein de façons de faire quand on rédige. Alors, dans l'université, on voit circuler des appels à projets, jeunes chercheuses et jeunes chercheurs. C'est un appel qui revient tous les ans. J'ai relevé d'autres façons de faire. Rencontre jeunes chercheurs avec un point, avec 2 points même. On peut aussi écrire avec un seul point. Pour moi, ces graphies sont des graphies abrégées. En fait, c'est intéressant d'y avoir recours quand on n'a pas de place, mais sinon, je ne vois pas trop de raison pour abréger quand on a largement la place d'écrire jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. L'ordre alphabétique pour moi est à privilégier parce que du coup tantôt on a le féminin en premier, tantôt le masculin en premier, et c'est pour ça égalité femmes-hommes, tout simplement parce que c'est l'ordre alphabétique et que du coup ça permet de sortir des hiérarchies qu'on met tout le temps en avant, donc c'est assez pratique. Et les parenthèses sont très utilisées depuis très longtemps dans les offres d'emploi. J'ai pris d'autres exemples parce que ce que je veux vous montrer, c'est que la langue, même une langue romane, c'est plus difficile qu'en anglais par exemple. On a plein de possibilités à explorer, on n'y est pas encore en fait dans le dégenrage de la langue. Là, il y a un tract d'un lieu qui s'appelle La Parole errante et qui a été rédigé en partie par des artistes. Il y avait beaucoup d'artistes dans ces démarches-là. Et ce qui a été choisi, c'est une alternance de forme au féminin générique et au masculin générique. Donc ça donne ça, un collectif d'usagers, metteuses en scène, comédiens, libraires, écrivaines, réalisateurs, chômeuses, musiciennes, enseignants, menuisiers, éducateurs, militantes. Voilà, à chaque fois c'est du générique. Et du coup, on a une rédaction qui n'est pas lourde, qui est entraînante, qui est élégante pour revenir à Baudelaire. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a plein de façons de faire. On voit aussi des façons minimales qui sont de plus en plus employées dans des textes officiels. J'ai parlé de textes officiels troublés pour faire une allusion à trouble dans le genre. On a tellement parlé de la charge symbolique du masculin faussement générique, on a tellement parlé du fait que ça marche mal et que ça pose plein de problèmes, que du coup, il y a plein de textes qui insèrent une mention au début pour dire, bon, en fait, ça nous embête beaucoup tous ces trafics, mais on est conscient qu'il y a un problème, et donc vous avez des formules comme ça. Les termes désignant aussi après des personnes ou des fonctions valent indifféremment pour l'homme ou la femme. Voilà, c'est pour dire, bon, on sait qu'il y a un problème, alors on le précise, comme ça au moins c'est fait. Pour des raisons de commodité de lecture, nous avons renoncé à féminiser les catégories de personnes. Merci de votre compréhension, j'adore cette mention, parce que c'est comme quand l'ascenseur ne marche pas, quand l'escalator est en entretien, etc. Donc merci de votre compréhension, c'est quand même reconnaître auprès des femmes, bon je pense que ça va vous embêter, mais excusez-nous, c'était compliqué pour nous, alors voilà, passe pour cette fois-ci. Et donc on trouve de plus en plus d'exemples comme ça. Donc pour moi c'est le premier pas. Je reviens au manuel qui a créé une polémique absolument disproportionnée, je l'ai regardé, c'est incroyable à quel point il n'y avait pas à avoir polémique. En fait, le manuel est très intéressant, il est très bien.
c'est un manuel d'éducation civique. Et en fait, il est rédigé intégralement en écriture inclusive, mais de façon discrète et totalement opaque, enfin totalement invisible pour les élèves, sauf 4 titres. Donc là, j'ai pris le sommaire, les 2 pages du sommaire. Il y a 74 titres du sommaire. Et dans les 74 titres, il y en avait 4 qui utilisaient des points médians, je les ai grossis. Ils sont là, les agriculteurs et agricultrices au fil du temps, les artisans et artisanes au fil du temps, les savants et savantes au fil du temps, et les puissants et les puissantes au fil du temps. Sinon, en fait, tout le reste était rédigé de façon non masculinisée, c'est-à-dire, par exemple, avec se soigner au fil du temps, faire la guerre au fil du temps. On n'a pas besoin de mettre tout le temps des genres, et ensuite, à l'intérieur des chapitres, eh bien, on a plein d'explications, et il y a un souci constant à la rédaction pour qu'il n'y ait pas de trop, ou alors très peu de masculin, soi-disant générique. Donc il est tout le temps question en fait d'hommes et de femmes. Finalement, dans le corps du manuel, il n'y a pas du tout de point médian. Les seuls utilisés sont ces 4-là, dans ces 4 titres. Par contre, il y a un grand soin dans la rédaction des consignes, tout est rédigé à la 2e personne, il y a très peu d'adjectifs dans les consignes des exercices, de façon à éviter l'accord. Donc en fait, le soin, il est là, mais invisible, très discret. J'ai trouvé une consigne où il y avait des parenthèses, c'est celle-ci, où on dit, voilà, fais un dessin pour montrer où se trouve ta gauche et ta droite, suivant que tu es de dos ou de face, tourner, parenthèse, et vers la droite et tourner vers la gauche. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans ce manuel. Du coup, on se rend compte que c'est typique. C'est presque un cas d'école de hoax, d'hystérie collective, parce que tout le monde a parlé de ce manuel illisible pour les élèves sans l'ouvrir. En fait, si on ne regarde pas le sommaire que les élèves doivent regarder tous les jours de leur année scolaire, on ne voit pas, en fait, on se rend compte de rien dans ce manuel. Alors, juste pour ailleurs, rapidement, on a parlé de l'Allemagne, et je ne savais pas que tu allais parler d'Allemagne. Donc, en Allemagne, ça fait très longtemps qu'on rédige les offres d'emploi systématiquement au féminin et au masculin. Là, vous avez une affiche immense dans la rue autour d'un chantier de construction qui cherche des ingénieurs féminins, masculins, et des collaborateurs et collaboratrices. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Les débats sont plutôt apaisés, on va dire, ça fait très longtemps. Alors, on a les mêmes débats dans les autres langues romanes. C'est plus compliqué dans les langues romanes, il n'y a pas de neutre, comme vous le savez, et donc on cherche partout. Alors, on parle des mêmes choses en espagnol, en portugais, en italien. Le langage inclusif, c'est venu récemment, depuis quelques années, plutôt des administrations publiques, plutôt des politiques publiques, en fait. Le souci d'inclusion ou le souci de non-exclusion, plutôt, ça fait partie du langage administratif. Moi, j'entendais plutôt, il y a quelques années, on parlait de langage égalitaire, écriture épicène, dégenrée, etc. Bon, inclusif, c'est un terme parlementaire, pourquoi pas. Alors, très rapidement, pour finir, en fait, la stratégie dont on a parlé jusque-là et qui a été le plus souvent mise en avant, c'est celle de la visibilisation à égalité des femmes et des hommes. C'est ce qu'on voit le plus souvent pour l'instant, mais en fait, linguistiquement, on peut penser à d'autres choses, c'est pas la seule qui est possible. Elle a comme des avantages certaines lourdeurs et aussi le fait d'enfermer les gens dans 2 catégories. Donc en mettant toujours les deux ensemble, on pourrait aussi tout simplement abolir les genres et donc rapprocher les langues romanes d'autres langues qui n'ont pas de genre, pas pour tous les noms communs parce que ça serait trop compliqué, ça toucherait trop de choses, mais uniquement pour les humains, les êtres humains, parce que c'est là qu'on a des soucis symboliques. Et ce sont des propositions qui ont été faites, soit par Monique Wittig, par exemple, qui a été suivie par une linguiste, aussi Claire Michard, qui a beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, c'est de dire que la catégorie grammaticale féminin appliquée aux humains a été tellement dévalorisée, tellement péjorante, pendant tellement de siècles. Bon, ça a basculé au XVIIe, c'est vrai, mais là maintenant ça fait longtemps, le XVIIe, ça commence à faire loin. Et donc, pour Wittig, par exemple, c'est irrattrapable. Il faut faire disparaître la catégorie femme, comme on a fait disparaître la catégorie esclave. Comme on a aboli la race, il faut abolir le féminin pour les humains. Alors, ça reste des différences qu'il y a entre les humains. On a besoin de connaître le sexe quand on a des intentions de reproduction.
on ne fait pas des enfants toute la journée, du matin au soir et tous les jours de sa vie. Et donc finalement, on a vraiment besoin de cette information. Et donc on pourrait imaginer d'abolir tout simplement cette catégorie-là qui a été infériorisée pendant très longtemps. Et j'ai trouvé dans un documentaire qui s'appelle Les Roses Noires d'Hélène Milano, que je vous recommande, qui est magnifique. Ce sont des entretiens avec des adolescentes qui vivent dans les quartiers nord de Marseille et en Seine-Saint-Denis, et qui expliquent comment elles se construisent et comment elles survivent finalement, et comment elles se projettent. Et elles sont nombreuses à se vivre comme des garçons. Il y a par exemple Fida qui dit, pour montrer aux gens qu'on va plus laisser faire, le meilleur moyen de devenir un garçon. Elle explique comment elle est devenue un garçon. Il ne s'agit pas du tout de transgenre ou de choses comme ça. Il s'agit de vraiment abolir le genre féminin, tout simplement. Elles expliquent qu'elles parlent entre elles au masculin, qu'elles s'appellent « wesh mon frère, wesh poto, me casse pas les couilles », etc. Qu'elles n'inscrivent pas leur sexe dans la façon de parler. Donc c'est totalement neutralisé, mais toujours dans le sens vers le masculin. Et elles vont jusqu'à dire, et c'est là que je trouve que ça donne un bon miroir de notre société qui continue à trouver certains mots féminins moches. On entend encore, même si ça fait ringard et réag, mais quand même on entend des gens qui disent que écrivette c'est moche, alors qu'écrivain ça serait pas moche, je ne comprends pas. Maîtresse de conférence. Oui, maîtresse c'est moche, maître c'est pas moche, etc. Et donc du coup, voilà, ces filles ont tout compris, pour elles c'est radical, ma soeur c'est moche. Parce que si on va jusqu'au bout de la démarche, tout ce qui est féminin, tout simplement, est moche. Le moche, comme dit Eliane Viano, c'est bizarre, ne tombe jamais sur du masculin, il tombe toujours sur des mots féminins, c'est le hasard. Donc du coup, voilà, on va jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire abolir le féminin, tout simplement. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit maîtresse, c'est moche, et du coup, on arrête. Pourquoi vendeuse, ça serait beau? Pourquoi la secrétaire, ça irait, et la ministre, elle n'irait pas? Donc, on ne peut pas rester entre deux. Soit on abolit tout, et on met tout au masculin, et on fait un vrai neutre, soit on garde le féminin, et on accorde les gens avec leur genre. On peut aussi faire une expérience de féminin générique. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme démarche. De passer par une période, je ne sais pas, on peut proposer 100 ans par exemple, ça serait correct, où on passerait au féminin générique, parce que là ça fait quelques siècles de masculin générique. Donc du coup, ça serait très léger aussi pour les textes, pour la rédaction. On rédigerait tout simplement, comme Thierry Hoquet l'a fait pour Cyborg Philosophie, il a rédigé tout son essai, c'est très long et c'est très fort, au féminin générique et avec un pronom qui est mixte, le pronom il, qu'il a choisi, qui inclut il et elle, mais qui ne les distingue pas. Et donc voilà, quand il a besoin d'accorder, il accorde au féminin, c'est du générique, et quand il a besoin de pronom, il utilise il. Et c'est aussi une piste, donc qui pourrait être très intéressante, et pour les gens qui sont allergiques au point médian, passer au féminin générique, ça marche très bien aussi. Alors, les formes hybrides, c'est intéressant parce qu'on peut créer des formes hybrides qui ne soient ni masculine ni féminine, c'est une option, ou bien à la fois masculine et féminine, c'est une autre façon de voir les choses, donc les deux sont vraies. Il y a des formes qui commencent à être utilisées, beaucoup dans les communautés transgenres, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui se disent non-binaires, qui ne sont pas du tout transgenres ou trans quoi que ce soit. C'est simplement une façon de se construire et de se percevoir soi-même. Donc reconnaître qu'il y a plus de deux catégories, et que classer toute la population humaine en juste deux catégories, ça paraît un peu pauvre, voilà. Et donc du coup, on peut créer des choses comme ça, même dans les langues romanes. Et j'ai trouvé ça dans le nouveau guide du Haut Conseil à l'égalité. Ces options sont mentionnées dans la version de 2016, preuve que les choses vont très vite. Et voilà, je finis sur une brochure éditée en 2017 par une association étudiante à Lausanne, à l'Université de Lausanne, qui choisit cette graphie-là pour inclure tout le monde, donc justement les femmes, les hommes et les X, et justement les gens non binaires, en disant que ces personnes sont souvent objets de harcèlement, et comme c'est une recherche sur le harcèlement, c'est un choix qui leur a paru aller de soi pour montrer leur position politique, et ils expliquent dans leur brochure que c'est vraiment des choix, à chaque fois le choix de l'accord a été politique. Par exemple, ils parlent de harceleurs au masculin. On aurait pu aussi imaginer les harceleurs et harceleuses.
c'est un projet politique, soit on pousse les femmes à devenir autant harceleuses que les hommes et on leur fait faire des cours d'autodéfense et on construit une société où on se tape sur la tête et puis voilà, c'est à celui qui a eu les meilleurs cours de karaté. Soit on dénonce les harceleurs parce qu'ils sont majoritairement masculins et on rêve d'une société où il n'y aurait plus de harcèlement et il y aurait un respect partagé plutôt que de mettre en avant les harceleuses. Donc là, c'est le choix qu'ils ont fait et du coup, ils ont mixé de toutes les manières possibles les personnes qui ont subi du harcèlement, mais pas les harceleurs qu'ils ont gardés au masculin générique. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Et je rends le micro. Ouais. Merci. Je trouve que c'est très intéressant de se rendre compte à quel point il y a une plasticité de la langue et l'ensemble des possibilités créatives qui existent. Donc je passe la parole à Gaëlle Pasquier, qui est sociologue à l'Université de Paris-Est Créteil. On essaie de... Merci. Alors moi je vais vous parler du monde scolaire, puisque la polémique sur l'écriture inclusive et puis sur les règles d'accord en grammaire s'inscrit dans la lignée des polémiques récentes sur la question de l'égalité des sexes à l'école et qui ont permis de visibiliser la question du genre dans le débat public et je pense que de ce point de vue-là on peut rendre... on peut remercier nos opposantes et nos opposants d'avoir permis de rendre centrales des questions qui, sans elles et sans eux, étaient hélas, et malgré nos efforts, encore assez confidentielles et parfois vues comme marginales. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du manifeste et du manuel Hatier, et c'est ce que précise le manifeste, c'est que ça... D'une certaine manière, on part effectivement du point de vue que la langue va évoluer et que surtout ce que l'école a pu contribuer à faire, puisque Eliane Viennot rappelle que finalement la généralisation globale et effective de cette règle selon laquelle le masculin l'emporterait sur le féminin s'est fait en grande partie grâce à l'école obligatoire. Et bien, ce que l'école a fait et a contribué à faire, elle peut aussi contribuer à le défaire et donc à continuer à faire évoluer les choses. Alors, cette polémique, pour moi, a eu en fait, en premier lieu, un avantage central de montrer que les questions d'égalité des sexes, qui sont habituellement considérées comme marginales dans les questions d'enseignement, elles relèveraient plus des questions d'éducation que des questions d'instruction, ne concerneraient pas la mission principale de l'école qui est l'enseignement des savoirs. Eh bien, on s'est rendu compte que toutes ces représentations qu'on a beaucoup entendues ces dernières années étaient fausses et que cette partition entre d'un côté ce qui serait des manières de comportement, de savoir-vivre, de refus des discriminations, et puis de l'autre côté quelque chose qui serait quand même un peu plus central, les maths, le français, l'histoire géo, eh bien cette partition n'est pas opérationnelle et ne fonctionne pas dans des situations de classe ordinaire. En premier lieu, quand on s'intéresse à ces savoirs qui sont considérés comme fondamentaux, qui sont l'enseignement de la grammaire et du français. Et donc, on a pu voir de manière absolument évidente que cette langue française qu'on enseigne tous les jours aux élèves est marquée par des formes de hiérarchisation du masculin et du féminin et qui, d'une certaine manière, va influencer leur représentation, mais qui fait aussi parfois que même dans des manuels, on va leur enseigner des choses qui sont linguistiquement inexactes. Le linguiste Yannick Chevalier a ainsi montré qu'on avait tendance à laisser entendre dans ces manuels de CE1 que les noms féminins dérivaient des noms masculins par l'injonction d'une marque de genre, que bien souvent le féminin avait le malheur d'être irrégulier parce qu'on rajoute souvent en un E, disent les manuels, alors qu'en fait on a une régularité des formes qui est complètement exemplaire, et puis que le masculin ne posséderait pas de marque de genre, alors que là aussi c'est faux, hein, puisqu'on a à chaque fois une base, par exemple source, qui permet de faire sorcier, sorcière, et donc on a à chaque fois un suffixe masculin et un suffixe féminin qui s'ajoutent, et parfois effectivement il s'agit d'un suffixe 0, hein, comme dans Boulanger, mais il n'empêche qu'il y a un suffixe qui est là et qui est latent. Alors, toutes ces questions vont permettre à un moment donné d'interroger les savoirs scolaires et la manière dont on les enseigne. Et moi, dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse aux enseignantes et aux enseignants qui ont décidé d'aborder ces questions avec leurs élèves dans leur classe, et notamment à la manière dont ils vont enseigner les règles de grammaire et cette fameuse règle selon laquelle le masculin l'emporte.
Ce qui est intéressant, c'est que ça va poser des questions didactiques essentielles, notamment dans la manière de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir la présenter, puisque les enseignantes et les enseignants que moi j'ai rencontrés partent du principe qu'ils ont quand même enseigné une langue normée, parce qu'on pourrait considérer après, si les élèves se mettent par exemple à parler avec les acteurs corps de proximité, qu'ils sont en échec dans une discipline, alors que dans les faits ils ne le sont pas. Et de ce fait-là, elles vont s'interroger pour savoir est-ce qu'il faut par exemple neutraliser la formulation, est-ce qu'on pourrait dire par exemple que les pluriels mixtes s'accordent au masculin, mais dans ce cas-là on a le désavantage d'invisibiliser les rapports de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont là mais on ne les voit plus, ou est-ce que vraiment on va jusqu'au bout et on enseigne, moi je l'ai appris comme ça, mais cette règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin, et de ce fait-là on voit que dans la classe bien souvent on a des réactions des élèves qui se font sentir, souvent les petits garçons sont heureux et disent ouais on est les plus forts, avec un peu de chance on a une ou deux petites filles qui disent oui mais c'est injuste, et à partir de ce moment-là on va pouvoir engager une discussion pour montrer qu'effectivement la langue est issue d'une histoire, qu'il n'en a pas toujours été comme ça, que pour l'instant on apprend cette norme, mais que d'une certaine manière, puisqu'il n'en a pas toujours été comme ça, il pourrait en aller autrement et que la langue est d'une certaine manière susceptible de changement et que les élèves vont être aussi des vecteurs de ce changement et des actrices et des acteurs de ce changement. Bien souvent d'ailleurs, les élèves, enfin ces enseignantes et ces enseignants disent que les élèves sont surpris qu'on ne leur ait pas appris ça avant et que d'une certaine manière qu'on leur ait fait passer comme quelque chose d'évident, quelque chose qui ne l'était pas du tout. Et donc souvent, voilà, avec cette évocation, la règle de proximité qui permet de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que les femmes et les hommes et les femmes sont belles ou que les femmes et les hommes sont beaux. En second lieu, ils vont travailler sur l'importance de visibiliser effectivement les formes du féminin, enfin les non féminins, pour proposer aussi aux filles des supports d'identification. Je crois que c'est l'écrivaine Christiane Rochefort qui disait qu'enfant, elle ne pouvait absolument pas imaginer d'être plus tard quelque chose dont le nom n'existait même pas, à savoir écrivaine ou romancière. Et donc, de ce fait-là, on va souvent travailler sur les dictionnaires pour voir que bien souvent, il manque les noms féminins et qu'on a uniquement des formes masculines qui sont proposées ou inversement. Et que de ce fait-là, on va travailler pour voir comment est-ce qu'on pourrait constituer ces formes pour chercher laquelle va être la plus exacte. Est-ce que, par exemple, on dit professeuse, qui est la forme qui historiquement est la bonne, ou est-ce qu'on va plutôt choisir professeur-eux, forme que les usages récents tendent à diffuser. Et donc là aussi, on va être sur des savoirs qui sont clairement grammaticaux et qui vont vraiment permettre aux élèves de réfléchir sur cette langue qu'ils utilisent tous les jours. Voilà, on va dire par exemple, est-ce que vous avez toutes et toutes vos sacs de piscine ? Alors concernant le manualatier et plus précisément donc la question de l'écriture inclusive avec le recours au point médian, alors effectivement, hein, tu l'as souligné, c'est vraiment assez marginal dans cet ouvrage et tout l'intérêt est sans doute ailleurs d'ailleurs que justement parce qu'il y a des biographies de femmes. Voilà, on prend la peine de dire que ce sont les femmes et les hommes qui ont inventé l'écriture, et ainsi de suite, et donc que ce ne sont pas uniquement les hommes qui l'ont fait, comme on avait tendance à le dire avant. La question qui a été soulevée dans les débats est de savoir est-ce que finalement c'est un obstacle aux apprentissages, est-ce qu'on ne risque pas de mettre les élèves en échec? Alors effectivement, à écouter les enseignantes et les enseignants que moi j'ai pu interroger pour le premier degré, c'est pas la même chose d'utiliser par exemple cette écriture avec le point médian en CM2 que d'aller l'utiliser au CP au moment de l'apprentissage de la lecture. Et que dans ce cas-là, on va plutôt privilégier des formes de redoublement, les agricultrices et les agriculteurs par exemple. En suivant l'ordre alphabétique, donc les agriculteurs et les agricultrices. Et sinon, un point qui a été mis en avant par Eliane Viennot et qui me semble assez juste, c'est que peut-être que dans le recours du point médian, on pourrait le privilégier dans les formes qui, comme enseignant et étudiant, nécessitent juste l'ajout d'un E et qui permettent de garder la photographie globale du mot à la lecture, plutôt que agriculteur, agricultrice, ou quand vous rajoutez point RIS, effectivement ça complique un petit peu les choses et encore plus sans doute pour les enfants.
Donc dans ce cas-là, privilégier les formes de redoublement. Mais on se rend compte que finalement, plus les élèves vont avancer en âge, plus cet ajout du point va être assez peu problématique, et une enseignante de CM1 me dit finalement je me rends compte que quand maintenant on a des séances où c'est eux-mêmes qui écrivent au tableau les différentes fonctions, président, présidente de séance et ainsi de suite, ils vont féminiser, et puis des fois quand ils l'écrivent à l'avance, ils font comme moi parce que je le mets sur les mots pour les parents, ils vont ajouter ce point E de manière totalement schématique, et finalement les nouveaux usages la plupart du temps se créent assez facilement. D'ailleurs, en parlant du manuel Attier, Attier s'est justifié en disant qu'il suivait les principes du Haut Conseil et l'égalité et du guide pratique qui a été édité par le Haut Conseil. Et le Haut Conseil édite aussi une convention où les partenaires s'engagent à mettre en œuvre lorsque cela est possible, les préconisations de ce guide, et le ministère de l'Éducation nationale a signé cette convention d'engagement en 2016 en présence de tous les rectorats de France. Donc finalement, on se plaint toujours que les manuels scolaires ne tiennent pas suffisamment compte justement de la place des femmes et ainsi de suite. Là, on peut plutôt se réjouir enfin qu'à l'école, à un moment donné, on mette ces principes en application. Je conclurai par 2 points. Le premier, c'est qu'on voit bien dans les exemples que j'ai donnés qu'on est toujours dans un questionnement de qu'est-ce qu'on fait de la norme en éducation et comment est-ce que finalement on peut l'enseigner et également l'interroger. Et d'une certaine manière, il est intéressant de penser cette chose à la fois plus comme un dilemme que comme une alternative pour permettre aux élèves d'appréhender le fait que les savoirs scolaires, on n'a pas à les fétichiser, on a à apprendre toujours à les questionner. C'est le fruit d'une époque, c'est le fruit d'une accumulation, et à un moment donné, il est probable qu'ils changeront parce qu'ils deviendront sans doute obsolètes. C'est vrai pour la langue, mais c'est vrai aussi pour le savoir historique, c'est vrai aussi pour le savoir en biologie ou en sciences de la vie de la Terre ou ainsi de suite. Le deuxième point, c'est qu'avec la langue française, on est quand même pris aussi là dans un autre dilemme ou un paradoxe qui fait qu'en voulant traiter les élèves à égalité et en voulant leur permettre de se détacher du fait qu'ils sont des filles et des garçons, on est amené par l'usage de la langue, la langue française qui est genrée, à toujours les ramener à leur sexe. C'est ce que me disent des enseignantes en disant à la fois on essaye de les détacher de ça et les retirer finalement de ces représentations qui sont différenciées, hiérarchisées, et puis au bout du compte, on matérialise toujours, quand on dit est-ce que vous avez justement tout et tout votre sac de piscine, qu'il y a des filles et des garçons en face de nous, et que finalement on reste prisonnier ou prisonnière de cet état de fait, et c'est là où sans doute les nouvelles formes qui pourraient être inventées vont être intéressantes, même si quand on voit les polémiques qu'ont suscité justement juste l'ajout des points médians ou certaines formes de création de noms féminins, on se dit qu'on n'en est pas encore là dans le monde scolaire. Voilà.